Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est la liberté que nous allons penser, et plus précisément, nous allons nous demander si la liberté a un prix. Alors, je débuterai mon propos par cette analyse de la notion de prix qu'on trouve sous la plume de Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs, puisque Kant nous dit que une chose ayant un prix peut être remplacée par une chose comme équivalente. Une chose ayant un prix peut être remplacée par une autre chose comme équivalente. Donc, si l'on se demande la liberté a-t-elle un prix, se poser cette question, c'est se demander quelle est cette autre chose qui pourrait remplacer la liberté, cette autre chose qui pourrait être l'équivalent de la liberté. Ici, notre problème est de savoir si la liberté peut faire l'objet d'un échange. Alors, première possibilité doit être envisagée, la plus évidente peut-être, il peut arriver qu'un individu renonce à sa liberté en contrepartie des moyens de sa subsistance. Celui-là renoncerait donc à sa liberté pour survivre. Si on transpose cette première éventualité dans le domaine politique, on obtient une thèse tout de même surprenante. Un peuple pourrait donc renoncer à sa liberté, il pourrait s'abandonner entre les mains d'un gouvernant ou de gouvernants, à condition qu'en contrepartie, il en retire les moyens de sa subsistance. Donc la liberté aurait un prix, ici, la chose équivalente à la liberté serait la subsistance. Alors évidemment, cette première possibilité apparaît immédiatement absurde, puisque, en réalité, Rousseau le remarque dès le livre 1 du contrat social, puisqu'en réalité, ce ne sont pas les gouvernants qui nourrissent les peuples. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, ce sont bel et bien les peuples qui nourrissent les gouvernants, et les gouvernants ne se satisfont pas de peu, en règle générale. Donc ce sont les peuples qui permettent aux gouvernants de subvenir à leurs besoins, et ils ont souvent des besoins importants. Donc le contrat ici, l'échange dont il serait question, pourrait être formulé en ces termes. Le peuple dirait « Je te donne ma liberté, à condition qu'en contrepartie, tu me prennes aussi une partie de mes biens, afin de subvenir à tes besoins et afin de pouvoir trouver là les moyens de sa subsistance. » Alors, je te donne ma liberté à condition qu'au surplus, tu me prennes aussi une partie de mes biens. Évidemment, on aura compris qu'il n'y a pas là d'échange véritable. Ce contrat n'est pas un contrat. Il y a là une absurdité, quelque chose qui est illogique, irrecevable. Alors, deuxième hypothèse, quelle est la chose qui pourrait être l'équivalent de la liberté? Alors peut-être dans le domaine politique, la sécurité. Le contrat, ici, pourrait être le suivant. Je te donne ma liberté à condition qu'en contrepartie, tu garantisses la sécurité, c'est-à-dire tu garantisses mon maintien dans l'être, tu éviteras que quelqu'un porte atteinte à mon intégrité physique, tu feras en sorte que je puisse vivre en connaissant la sûreté, sans laquelle je ne pourrais pas vivre sereinement. Donc ici, il pourrait y avoir une sorte de contrat. C'est dans cette voie que s'engage Hobbes. L'auteur du Citoyen soutient cette position-là. Alors, même si chez Hobbes, le contrat social n'est pas tout à fait un contrat entre les gouvernés et les gouvernants, lorsqu'il s'interroge sur le contrat légitime permettant d'instituer un État légitime garantissant la sécurité, de fait, par ce contrat, les individus renonceraient, les personnes ici renonceraient à leur liberté, mais ils ne renonceraient pas à leur liberté en échangeant quelque chose avec les gouvernants. C'est plus subtil chez Hobbes. Il envisage un pacte qui ressemblerait plutôt à ce que les juristes appellent une stipulation pour autrui, c'est-à-dire un pacte qui engagerait chacun envers chacun dans la société, chacun s'engageant vers chacun à ne pas porter atteinte à sa sécurité, à condition que l'autre en fasse de même, et ce pacte-là, qui serait une sorte de pacte d'association, serait établi au profit d'un tiers, un homme ou une assemblée, donc un gouvernant, un homme ou une assemblée, qui, n'étant pas partie prenante du contrat, ne serait pas engagé par ce contrat, et par conséquent détiendrait un pouvoir absolu. Donc là, on a chez Hobbes une thèse qui aboutit à ce résultat qui est que la liberté est échangée contre la sécurité. Mais c'est pas un contrat entre le peuple, c'est pas un pacte de soumission entre un peuple et son ou ses gouvernants.
Alors il faut préciser d'ailleurs que le pouvoir absolu ici du gouvernant ou des gouvernants n'est pas un pouvoir tyrannique, hein, et encore moins totalitaire, évidemment, puisque dans un système tyrannique ou totalitaire, évidemment, il n'y a de sécurité pour personne. Hein. Hobbes ne défend pas ça, il défend un système politique instituant la sécurité, mais il s'agit bien d'un pouvoir absolu. Alors absolu ici, il faut entendre irrésistible, un pouvoir qui bat en brèche les passions individuelles, un pouvoir suffisamment puissant, suffisamment irrésistible pour empêcher les passions de provoquer le chaos, le désordre dans la société. Bon, donc là on a une thèse, la liberté aurait un prix, et la chose qui pourrait remplacer la liberté comme équivalente à la liberté, cette chose serait la sécurité. Bon, alors là il y a une difficulté. Une difficulté qui surgit immédiatement, puisque on peut quand même se demander ce qu'il reste de sécurité là où la liberté n'est plus. Imaginons cette situation. Imaginons un état hypothétique, un état de nature hypothétique dans lequel les individus ne connaîtraient aucun système juridique ou politique. Un système où la loi n'existerait pas. Dans cette situation-là, les individus seraient dans une relation directe les uns avec les autres et une relation toujours potentiellement dangereuse pour chacun. Imaginons maintenant qu'une personne craintive abandonne sa liberté au profit d'une autre personne qui, en contrepartie, s'engagerait à garantir sa sécurité. Et les moyens de sa subsistance, d'ailleurs. Voilà, si tu me donnes ta liberté, je te nourrirai, je m'occuperai de toi, je te protégerai de toute agression extérieure. Bon. Donc ici, le contrat serait un pacte de soumission, là, pour le coup. Hein. L'un abandonnant sa liberté et l'autre garantissant la sécurité du premier. Et donc, la liberté et la sécurité seraient les deux équivalents qui pourraient circuler. Alors, ça soulève, je le disais, une difficulté, parce que si on prend la situation hypothétique d'un état de nature qui serait un état sans loi, il faut vraiment se représenter la situation de celui qui aurait abandonné sa liberté. Il se trouverait pieds et mains liés, au sens propre du terme, pieds et mains liés, hein, sous la domination de celui au profit de qui il a passé le contrat. Hein, il est vraiment attaché, imaginons, il est attaché, pieds et mains liés. Mais alors s'il est attaché, pieds et mains liés, qu'est-ce qui lui garantit que l'autre, celui avec lequel il a contracté, ne va pas porter atteinte à sa vie? Qu'est-ce qui lui garantit? Sans liberté, il a perdu le moyen de garantir sa sécurité. Là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de sécurité. Donc renoncer à sa liberté au profit de la tranquillité civile, au profit de la sécurité, c'est une illusion. On vit tranquille dans les cachots, dit Rousseau. On vit tranquille dans les cachots, dans un certain sens. Mais est-ce que ça suffit pour s'y trouver bien? Pensons avec Rousseau aux compagnons d'Ulysse dans l'antre du Cyclope. Hein, ils attendent leur tour avant d'être dévorés. Et donc lorsqu'un peuple a renoncé à sa liberté, il est entré dans l'antre du Cyclope. Lorsqu'un peuple a renoncé à sa liberté, il a perdu le moyen de sa sécurité, et à tout moment, c'est sa tranquillité qui peut voler en éclats, sa sécurité, sa sûreté. À tout moment, il risque de périr. Et les individus qui composent ce peuple ne connaissent plus aucune sécurité. Donc, un peuple qui ne veut pas entrer dans l'antre du Cyclope ne renonce pas à sa liberté. D'ailleurs, un peuple libre a compris que la liberté n'a pas de prix. C'est ça que nous disons. Parce qu'un contrat qui prétendrait échanger, faire de la liberté l'objet d'un échange, et qui prétendrait permettre d'échanger sa liberté contre la sécurité, est un contrat absurde, puisque ce contrat revient à dire, revient à stipuler, je te donne ma liberté, à condition qu'en contrepartie, tu puisses également me prendre la vie. Je te donne ma liberté, à condition qu'en contrepartie, tu puisses également me prendre la vie. Chacun aura compris qu'un tel contrat n'est pas un contrat, qu'il n'y a pas de réciprocité, que la chose est absurde. On pourrait même faire remarquer ici de manière assez platonicienne que un tel contrat est absurde, et par conséquent il est illogique. Et par suite, parce qu'il est absurde, parce qu'il est illogique, il est injuste. Il est injuste de proposer à l'autre un contrat absurde. D'ailleurs, il est injuste de tenir devant l'autre un propos absurde. Alors, on pensera ici aux très belles analyses de Platon, qui touchent aux vertus de la dialectique. Bien penser, c'est toujours au moins penser de manière cohérente. Voilà. Si je
prétends produire une pensée qui vaut pour l'autre, si je prétends établir avec l'autre une véritable relation par la parole, par une parole qui fait entrer dans le monde une pensée, il faut au moins, alors c'est pas suffisant, c'est nécessaire en tous les cas, il faut au moins que ma parole soit cohérente. Voilà. Si ma parole ne l'est pas, elle est à la fois absurde et injuste. Or, là, ce que l'on dit, c'est que ces deux manières de considérer que la liberté a un prix, hein, la première consistant à soutenir qu'on peut échanger sa liberté contre les moyens de sa subsistance, la seconde manière consistant à dire qu'on peut échanger sa liberté contre sa sécurité, contre la sécurité, ces deux manières de concevoir que la liberté a un prix sont absurdes. Hein, ce sont des discours absurdes et donc injustes. Alors, en réalité, cette impossibilité de considérer que la liberté a un prix tient peut-être à la nature même de la liberté. Nous disions tout à l'heure, en nous appuyant sur l'analyse de Kant, qu'une chose ayant un prix peut être remplacée par une autre chose comme équivalente. Et nous voyons là que nous ne trouvons pas autre chose qui puisse avoir une valeur équivalente à la liberté. Mais Kant précise que ce qui est au-dessus de tout prix, ce qui est au-dessus de tout prix et qui par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité. Ce qui est au-dessus de tout prix, et qui par conséquent, et qui par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité. Et une dignité, c'est quoi? Une dignité, c'est une qualité qui élève au-dessus du monde des choses. Posséder une dignité, c'est posséder une qualité qui fait que l'on est une personne, que l'on n'est pas une simple chose, appartenant au monde, gisant dans le monde. Et c'est sur cette base-là, d'ailleurs, que l'on comprend le caractère scandaleux, profondément injuste de l'esclavage. Hein, c'est-à-dire réduire l'autre en esclavage, c'est le projeter dans le monde des choses, le considérer comme un objet qui peut faire l'objet d'un échange. Or, une personne possède une dignité, c'est-à-dire une qualité qui l'élève au-dessus du monde des choses, de sorte qu'une personne ne peut jamais, ne doit jamais, ne peut jamais légitimement être considérée comme une chose. Il doit toujours être considéré comme une personne. Mais quelle est cette qualité qui fait que l'homme possède une qualité qui l'élève au-dessus du monde des choses, sinon la liberté, précisément? Quelle est cette qualité, sinon le fait que l'homme ne soit pas emprisonné dans le monde des choses, ne soit pas un être naturel parmi les êtres naturels? Alors, précisons ce point, l'analyse de Rousseau, dans le discours sur l'inégalité, met ça au jour très précisément. Si je cherche à penser ce qui fait que l'homme est homme, donc si je cherche à éclairer la nature de l'homme, bon, il faut que j'écarte de la définition de l'homme tout ce qui vient s'ajouter à sa nature originelle. Si je veux penser ce qui fait que l'homme est homme, il faut que j'écarte de la définition de l'homme tout ce qui relève en lui de la culture. Alors, ce qui fait que l'homme est homme, ça n'est pas qu'il parle, parce que ça, il l'acquiert dans une culture. Mais ce qui fait qu'il est homme, c'est la capacité qu'il a de s'élever à la parole. Ce qui fait que l'homme est homme, ça n'est pas la pensée, puisque la pensée, comme dialogue de l'âme avec elle-même, requiert une parole, requiert des éléments qui ne peuvent procéder que de la culture. Mais ce qui fait que l'homme est homme, si ce n'est pas la parole, c'est la capacité qu'il a de parler. Ce qui fait que l'homme est homme, c'est pas la raison. C'est le fait d'être raisonnable, parce que la raison se cultive. En revanche, il est potentiellement, dès le départ, un être susceptible de s'élever à la raison. Autrement dit, ce qui définit l'homme, sa nature, c'est la perfectibilité, dit Rousseau. La perfectibilité, c'est-à-dire la puissance de progrès qui est en lui, la capacité qu'il a de s'élever à la pensée, à la raison, etc. Mais si je dis que l'homme se définit par la perfectibilité, je dis qu'il n'est pas emprisonné dans une nature fixe. Personne ne naît pour être maître ou pour être esclave. L'homme devient. Autrement dit, l'homme se définit par la liberté, et dire les choses ainsi revient à soutenir que la qualité qui élève l'homme au-dessus du monde des choses, c'est la liberté. La dignité de l'homme, c'est la liberté. Les hommes naissent et demeurent libres égaux en droit, dit la Grande Déclaration. Évidemment, tout est dans demeure. Les hommes naissent libres, bon, très bien, mais enfin, ils le demeurent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en eux qui se maintient à travers le changement, quelque chose qui définit leur nature, leur essence. La formule ici est très très rousseauiste, cette formulation qu'on trouve dans la Grande Déclaration. Cette formulation-là
est un héritage de la pensée de Rousseau. Donc, soutenir que l'homme se définit par la liberté, c'est dire que l'homme possède une qualité qui l'élève au-dessus du monde des choses, hein, c'est dire que cette qualité, c'est la liberté, que par conséquent, la dignité de l'homme réside dans la liberté. On comprend alors que la liberté n'est pas de prix. Elle n'a pas de prix, puisque, hein, ce que dit Kant, c'est ça. Hein, ce qui n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité. Ce qui ne peut pas faire l'objet d'un échange, c'est ce qui a une dignité. Rousseau, dans le contrat social, hein, a cette très belle formule, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. La liberté ne peut pas faire l'objet d'un échange. En ce sens, elle n'a pas de prix. Dans un monde imprégné par valorisation de la sphère productive et des échanges marchands, dans un monde obsédé par la production et la circulation des marchandises. Dans un tel monde, il est toujours bon de se rappeler qu'il existe du hors de prix. Il est bon de se rappeler qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être échangé, quelque chose qui n'a pas de prix. Il est bon de se rappeler dans le domaine politique que ce quelque chose qui n'a pas de prix, c'est la liberté. Parce que se rappeler de cela, c'est se rappeler qu'il n'y a pas d'État légitime sans liberté, et par conséquent que sans liberté, une république digne de ce nom ne peut pas être. Voilà, je vous remercie, et je vous dis à bientôt avec un nouvel objet de réflexion.